Bienvenue dans 50 nuances d'horreur. Je suis Lily Allan, autrice, chroniqueuse littéraire et amoureuse d'horreur depuis toujours. Pas l'horreur pour choquer, pas celle qui se consomme vite et s'oublie, mais celle qui reste, celle qui travaille l'imagination longtemps après avoir refermé le livre. Dans chaque épisode, on prend le temps. On ouvre un roman, un recueil, un classique ou un sous-genre et on le regarde sous toutes ses coutures. On parle de voix, de structure, de rythme, de motifs, de ce que le texte dit et de ce qu'il choisit de taire. Installe-toi, prends ton livre préféré ou celui que tu hésites encore à ouvrir et viens, on va explorer ensemble l'endroit où la littérature et l'horreur se rencontrent. Aujourd'hui, on va disséquer du lourd, Clive Barker, en 3 nouvelles emblématiques des livres de sang. On va s'attarder sur Dread, The Midnight Meat Train et Rawhead Rex. 3 textes qui ont marqué l'horreur contemporaine au fer rouge. Avant de commencer, avertissement de contenu. Cet épisode traite de violences graphiques, de sexualité explicite et d'iconographie religieuse détournée. Si ces thèmes te posent problème, passe ton chemin ou écoute en toute conscience de ce qui t'attend. On va parler de choses dures, mais toujours dans une approche littéraire et respectueuse. Voici ce qui t'attend dans les prochaines minutes. D'abord, une fiche express sur Clive Barker et sa place dans l'horreur des années 80. Ensuite, on décortique 3 nouvelles, une par une. Construction narrative, imagerie organique, scène pivot. On fera un comparatif transversal pour voir les motifs communs, puis direction mon appréciation. Je finirai par te dire pour qui c'est fait, pour qui ça ne l'est pas. Et bien sûr, on terminera par mes recommandations. Mon approche, tu la connais, on parle craft et littérature, pas sensationnalisme. Barker, c'est un maître de l'imagerie viscérale, mais c'est avant tout un écrivain qui maîtrise ses outils. Et c'est ça qu'on va observer ensemble aujourd'hui. Clive Barker est né en 1952 à Liverpool. C'est l'un des noms qui ont redéfini l'horreur moderne. Les livres de sang paraissent entre 1984 et 1985 au Royaume-Uni. 6 volumes qui rassemblent au total 30 nouvelles. L'impact est immédiat et durable. Stephen King lui-même déclare à l'époque que l'avenir de l'horreur a un nom et c'est Barker. Pourquoi cette reconnaissance ? Parce que Barker arrive avec une signature unique dans un paysage dominé par l'horreur psychologique américaine. Lui, il vient du théâtre, de la performance, et ça se ressent dans son approche du corps et de la chair. Sa spécialité, c'est ce qu'on pourrait appeler le lyrisme organique, une capacité à transformer la violence la plus crue en poésie troublante. Chez Barker, tout passe par le physique. La douleur devient plaisir, le sacré se mélange au profane, et l'anatomie humaine devient un terrain de jeu métaphysique. Il y a une précision chirurgicale dans ses descriptions, qui ne vise jamais le pur choc, mais toujours la révélation. La chair raconte quelque chose sur l'âme, la mutilation révèle une vérité cachée. Les livres de sang marquent une rupture générationnelle, là où ses prédécesseurs suggèrent et sous-entendent. Barker montre et détaille. Mais attention, ce n'est jamais gratuit. Chaque image violente sert la narration. Chaque transgression révèle un aspect du personnage ou fait avancer l'intrigue. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est précisément cette alchimie, comment Barker transforme l'horreur corporelle en expérience littéraire mémorable. On va observer 2 aspects techniques spécifiques, son imagerie organique et sa construction de scènes pivots. Comment est-ce qu'il ancre ses récits dans le physique pour toucher au métaphysique et comment il structure ses révélations pour un impact maximum. Ces 3 nouvelles illustrent parfaitement sa méthode et son évolution dans ce recueil fondateur. On va commencer par Dread. Premier rappel, attention, violence psychologique et physique au programme. Dread raconte l'histoire de Cade, étudiant en philosophie, fasciné par la nature de la peur. Il rencontre Stephen Grace, lui aussi étudiant, et le convainc de participer à une expérience sur la terreur. Cade veut cataloguer, comprendre, provoquer la peur sous toutes ses formes. Ce qui commence comme une étude académique va basculer vers quelque chose de bien plus sombre quand Cade décide de pousser l'expérience jusqu'à ses limites les plus extrêmes. Les scènes pivots de cette nouvelle sont d'une efficacité redoutable. La première, c'est la rencontre entre Grace et Cade. Barker propose d'emblée un décor intellectuel. 2 étudiants qui philosophent sur leur peur. L'approche ensemble presque universitaire. Puis, il y a ce moment de bascule magnifiquement orchestré où on comprend que Cade ne théorise pas. Il expérimente pour de vrai, sur des gens réels. La seconde scène pivot, c'est la révélation progressive de la méthode de Cade.
Barker procède par touches successives. Il ne dévoile jamais tout d'un coup. On découvre d'abord que Cade filme ses sujets, puis qu'il les isole, puis qu'il exploite leur phobie personnelle. Cette construction en crescendo maintient une tension constante sans jamais tomber dans l'exposition pure. L'imagerie organique de Dredd est particulièrement subtile. Barker ne mise pas sur le gore explicite, mais sur les sensations physiques et la terreur. Les descriptions de la transpiration, des tremblements, de l'accélération cardiaque. Il a cette capacité à faire ressentir au lecteur les symptômes physiques de la peur avant même que les personnages ne soient réellement en danger. C'est un travail d'orfèvre. Ton corps réagit avant ton intellect. La mécanique de tension suit un schéma parfaitement maîtrisé. Mise en place avec cette fausse sécurité universitaire, méthodologie où Cade expose sa théorie de manière presque séduisante, bascule quand on réalise l'étendue de ses expériences passées, et conséquence finale qui révèle jusqu'où il est prêt à aller pour sa recherche. Les thèmes centraux touchent à l'observation scientifique détournée, à cette idée d'expérimenter la peur comme on expérimenterait en chimie. Barker interroge l'éthique du regard, cette fascination malsaine pour la souffrance d'autrui, déguisée en curiosité intellectuelle. Cade incarne ce voyeurisme poussé à l'extrême, cette perversion de la démarche scientifique qui transforme l'humain en cobaye. Au niveau de la voix et du rythme, Barker joue sur un contraste saisissant. D'un côté, la précision clinique des observations de Cade, ce ton pseudo-académique qui rend ses actes encore plus dérangeants. De l'autre, un lyrisme inquiétant quand il décrit les effets de la peur sur une de ses victimes. Cette alternance entre froideur méthodique et poésie morbide crée un malaise constant. Ce qui fonctionne parfaitement, c'est cette progression inexorable vers l'inacceptable. Barker nous fait complices malgré nous. On suit la logique de Cade, on comprend sa fascination, et quand on réalise où est-ce que ça nous mène, il est trop tard pour faire demi-tour. Et c'est exactement le piège qu'il tend à ses lecteurs. Une limite possible, le personnage de Grace reste parfois un peu en retrait, plus témoin qu'acteur de sa propre histoire. Mais c'est peut-être volontaire, cette passivité qui le rend si vulnérable face à la manipulation de Cade. Un des outils d'écriture que l'on peut retenir de Dredd, c'est cette technique de légitimation progressive. Barker fait accepter l'inacceptable étape par étape, en donnant toujours une justification rationnelle aux actes les plus irrationnels. Il commence par poser un cadre respectable, ici l'université, la recherche, puis fait dériver ce cadre vers l'inacceptable par petites touches. Les lecteurs suivront naturellement la progression logique, même vers l'horreur. C'est redoutablement efficace pour créer cette complicité troublante entre le lecteur et le personnage le plus noir de n'importe quel récit. Deuxième nouvelle, The Midnight Meat Train. Nouveau rappel de contenu, violence graphique extrême et imagerie gore. The Midnight Meat Train suit Léon Kaufman, photographe en quête du cliché parfait pour percer dans le milieu artistique new-yorkais. Obsédé par l'idée de capturer la vraie violence urbaine, il traîne la nuit dans le métro. Et c'est là qu'il remarque Mahogany, un homme imposant qui semble chasser dans les rames du métro. Léon va découvrir que certains passagers du dernier métro ne ressortent jamais des tunnels, et que derrière cette disparition se cache un secret qui dépasse tout ce qu'il imaginait. La construction spatiale de cette nouvelle est exemplaire. Barker utilise l'espace confiné du métro comme une chambre de torture mobile. Les scènes pivots exploitent magistralement cette claustrophobie. Impossible de fuir, nulle part où se cacher. La première scène clé, c'est Léon qui suit Mahogany dans la rame et découvre les traces de ce qui s'est passé. Barker ne montre pas le meurtre directement. Il nous fait découvrir ses traces, les éclaboussures, les résidus, cette réalité physique qui raconte l'histoire sans qu'on ait besoin de voir l'acte lui-même. La seconde scène pivot, c'est évidemment la révélation finale dans le tunnel profond. Barker construit cette séquence comme un dévoilement progressif. D'abord l'espace souterrain, plus vaste que prévu, puis les corps suspendus, puis la vérité sur ce qui se nourrit vraiment dans les profondeurs de New York. Cette gestion du hors-champ, puis de la révélation brutale est parfaitement calibrée. L'imagerie organique atteint ici des sommets. Barker excelle dans les textures, la chair qui se décolle, le sang qui coagule sur les parois métalliques et ces odeurs de viande avariées qui imprègnent l'atmosphère. Ce n'est jamais dans la description gratuite. Chaque détail sensoriel ancre le lecteur dans cette réalité cauchemardesque.
Tu sens littéralement l'odeur du wagon et tu entends les bruits des crochets sur la chair. La progression vers le reveal suit un tempo parfaitement maîtrisé. Barker procède par indices éparpillés. Un détail bizarre ici, une disparition par là, une trace suspecte ailleurs. Il maintient Léon, et nous avec lui, dans cette position d'enquêteur amateur qui reconstitue un puzzle dont il ne veut pas voir l'image finale. Cette construction en spirale nous aspire inexorablement vers la vérité. Les thèmes centraux touchent à l'urbanité moderne et à ses secrets cachés. New York devient un organisme vivant qui se nourrit littéralement de ses habitants. Barker interroge cette idée de prédation urbaine. Qui mange qui dans la jungle métropolitaine? La révélation finale sur l'ordre caché qui régit ces meurtres transforme la violence gratuite en système organisé, ce qui est encore plus dérangeant. Il y a aussi cette réflexion sur l'art et l'éthique. Léon cherche l'image choc pour sa carrière, mais à quel prix? Barker explore cette fascination malsaine de l'art contemporain pour la violence réelle, cette esthétisation du mal qui finit par corrompre l'artiste lui-même. Côté voix et rythme, Barker adopte ici une approche plus cinématographique. Les phrases se raccourcissent dans les moments de tension, l'écriture mime le rythme du métro qui accélère vers sa destination finale. Il y a quelque chose d'hypnotique dans cette progression, comme si le texte lui-même reproduisait le mouvement de la rame vers l'abattoir souterrain. Ce qui fonctionne parfaitement dans cette transformation progressive de Léon. Il commence en observateur détaché, amateur d'art, en quête d'inspiration. Il finit complètement happé par l'horreur qu'il documentait. Barker montre comment l'exposition répétée à la violence change celui qui la regarde, même à travers un objectif. Une limite possible, le twist final sur la nature exacte de ce qui se cache dans les tunnels peut paraître un peu trop énorme pour certains lecteurs. Barker pousse le concept jusqu'à ses limites extrêmes, et ça peut décrocher ceux qui préfèrent une horreur plus ancrée dans le réel. Mais personnellement, j'adore cette audace. C'est exactement ce qui différencie Barker de ses contemporains. Il n'a pas peur d'aller jusqu'au bout de ses concepts, même quand ça devient cosmique, voire burlesque. L'outil d'écriture à retenir ici, c'est la technique de l'espace personnage. Le métro n'est pas juste un décor chez Barker, c'est un personnage à part entière qui participe à l'action. Les tunnels respirent, les rames ont une personnalité et l'infrastructure urbaine devient un organisme vivant. Pour reproduire ça, il faut décrire un décor, non pas comme un fond statique, mais comme une entité active qui influence les personnages et participe à l'intrigue. Il faut lui donner des caractéristiques sensorielles spécifiques, le faire évoluer au cours du récit, le transformer en extension de l'état psychologique des protagonistes. La troisième nouvelle, c'est Roed Rex. Rappel sur le contenu, violence extrême et détournement d'iconographie religieuse. Roed Rex nous emmène dans la campagne anglaise où des travaux agricoles réveillent accidentellement une créature primitive enfouie depuis des siècles. Roed Rex, entité archaïque assoiffée de sang et de destruction, va terroriser un petit village. Face à lui, Ron Milton, un historien londonien en vacances avec sa famille, va devoir puiser dans ses connaissances ancestrales pour tenter de stopper le massacre. Cette nouvelle se distingue des deux précédentes par son approche plus frontale de la violence. Barker ne mise plus sur la suggestion ou la montée progressive, mais sur l'impact brutal dès les premières pages. La scène pivot de réveil de Roed Rex est d'une violence primitive saisissante. La terre qui se déchire, la créature qui émerge dans un déluge de sang et de terre. Cette renaissance monstrueuse qui transforme instantanément un paysage bucolique en un champ de bataille. La seconde scène clé, c'est l'affrontement final dans l'église du village. Barker orchestre ici un détournement complet de l'iconographie chrétienne. Les crucifix qui se retournent, les statues qui saignent, cet espace sacré profané par une force plus ancienne que le christianisme. Cette séquence fonctionne comme une révélation mythologique. Roed Rex ne représente pas le mal chrétien, mais quelque chose d'antérieur et de plus primitif. L'imagerie organique atteint ici sa dimension la plus viscérale. Roed Rex lui-même est décrit comme un assemblage de chair putréfiée et de muscles saillants, une anatomie impossible qui défie les lois de la biologie. Barker excelle dans ses descriptions d'un corps monstrueux qui reste néanmoins fonctionnel. Chaque détail anatomique, aberrant, sert à renforcer la puissance destructrice de la créature. Les scènes de carnage sont d'une précision chirurgicale. Barker ne décrit pas la violence comme un chaos, mais comme une chorégraphie macabre parfaitement orchestrée.
Rowed Rex ne tue pas au hasard, il ritualise ses meurtres. Il y a une méthode dans sa sauvagerie qui la rend encore plus dérangeante. La dimension mythologique distingue Rowed Rex des deux autres nouvelles. Barker puise dans le folklore britannique pour créer sa créature, mais il subvertit les codes traditionnels. Ce n'est pas un monstre qu'on peut apprivoiser ou comprendre, c'est une force de la nature, un prédateur absolu qui représente tout ce que la civilisation a tenté d'enfouir. Le thème de la peur primitive traverse toute la nouvelle. Face à Rowed Rex, les habitants du village redeviennent des proies. Leurs réflexes civilisés s'effacent devant des instincts de survie archaïques. Barker explore cette idée que sous le vernis de la modernité subsiste une terreur ancestrale, une mémoire génétique de l'époque où l'humanité était effectivement en bas de la chaîne alimentaire. La question du pouvoir symbolique est centrale dans le dénouement. La solution ne viendra pas de la technologie moderne ou de la force brute, mais d'un savoir ancestral presque oublié. Barker suggère que certaines vérités ne peuvent être comprises qu'à travers des systèmes et des croyances pré-rationnelles. Au niveau de la voix et du rythme, Rowed Rex adopte une cadence plus épique que les deux précédentes nouvelles. Les phrases se font plus amples, le vocabulaire plus archaïsant par moments. Barker mime le registre du contre-folklorique tout en gardant sa précision moderne dans les descriptions violentes. Cette hybridation stylistique renforce l'aspect intemporel de la créature. Ce qui fonctionne parfaitement, c'est cette dimension cathartique de la violence. Contrairement à Dread et à Midtrain, où l'horreur naît de la perversion humaine, ici, elle vient d'une force naturelle déchaînée. Il y a quelque chose de presque libérateur dans cette violence primitive qui balaye toutes les conventions sociales. La caractérisation de Ron Milton, le protagoniste, évite le piège du héros traditionnel. Ce n'est pas un guerrier ou un homme d'action, c'est un intellectuel qui doit puiser dans des connaissances livresques pour affronter une menace bien réelle. Cette inversion des codes héroïques renforce la dimension moderne du récit. Une limite possible, ça va être que la créature elle-même peut paraître un peu trop outrée pour certains lecteurs habitués à de l'horreur plus psychologique. Rowed Rex assume complètement son statut de monstre fantastique, ce qui peut créer une distance avec des lecteurs préférant des menaces plus ancrées dans le quotidien. Mais encore une fois, c'est assumé chez Barker. Il refuse le réalisme fade au profit d'un fantastique assumé et qui va chercher ses effets dans l'excès contrôlé. Un des outils d'écriture de Rowed Rex à retenir, ça va être la technique du détournement symbolique. Prendre un symbole universel et reconnu, ici par exemple les icônes chrétiennes, et les subvertir de manière cohérente avec un univers narratif. L'église devient champ de bataille, le crucifix devient une arme, le sacré révèle sa face profane. Cette subversion fonctionne parce qu'elle respecte la logique interne du récit, tout en bousculant les attentes du lecteur. Pour l'utiliser, il faut identifier les codes symboliques du genre et du ton de l'époque, puis trouver le moyen de les retourner au service de notre propos narratif. Ces trois nouvelles révèlent les obsessions centrales de Barker et sa méthode narrative. Le motif du corps traverse les trois récits, mais sous des angles différents. Dans Dread, le corps devient un instrument de mesure de la peur et un terrain d'expérimentation psychologique. Dans Midtrain, il se transforme en matière première d'un système de prédation urbain. Dans Rowed Rex, il redevient ce qu'il était avant la civilisation, une proie vulnérable face aux forces primitives. La transgression opère selon les modalités distinctes mais complémentaires. Cade transgresse l'éthique scientifique et humaine par obsession intellectuelle. Mohagani transgresse l'ordre social pour servir un système plus ancien et secret. Rowed Rex incarne la transgression absolue. Il nie la civilisation elle-même et il révèle sa fragilité illusoire. Dans chaque cas, la punition ou la conséquence découle logiquement de la transgression initiale. Léon paye sa quête de l'image parfaite en devenant lui-même partie du spectacle qu'il documentait. Les victimes de Cade subissent les conséquences de sa curiosité malsaine. Et face à Rowed Rex, c'est l'humanité entière qui paye le prix d'avoir oublié ses peurs ancestrales. L'articulation sacrée-profane constitue peut-être l'aspect le plus marquant de ces trois textes. Barker ne se contente pas de choquer, il révèle le caractère arbitraire des frontières entre acceptable et inacceptable. Cade sacralise la peur en faisant un objet d'étude. Le système souterrain de Midtrain transforme le meurtre en rituel nécessaire. Rowed Rex profane l'espace religieux pour révéler les vérités plus anciennes.
Cette approche a légué à l'horreur contemporaine une liberté nouvelle dans l'exploration des tabous. Après Barker, on ne peut plus prétendre que certains sujets sont intrinsèquement interdits à la littérature. Il a montré qu'avec un bon traitement littéraire, les images les plus extrêmes peuvent porter du sens et révéler des vérités sur la condition humaine. Son influence se retrouve aujourd'hui chez des auteurs comme Paul Tremblay, Kathleen Kiernan ou Laird Barron, qui assument tous cette idée que l'horreur peut être simultanément viscérale et intellectuellement stimulante. Barker a prouvé qu'on pouvait faire de la grande littérature avec les matériaux les plus crus, à condition de les travailler avec la précision d'un chirurgien et la sensibilité d'un poète. Ces 3 nouvelles illustrent parfaitement pourquoi Barker a révolutionné l'horreur. Maîtrise technique irréprochable, audace thématique, capacité à transformer la violence en révélation, quelques limites dans l'universalité de certains concepts, mais une influence durable sur le genre. Un classique indispensable qui assume ses excès au service d'une vision cohérente. Les livres de sang sont à lire si tu es amateur d'horreur littéraire exigeante, curieux des classiques du genre, fan de symboles baroques et d'imagerie viscérale assumée. Si tu cherches de l'horreur qui fait réfléchir autant qu'elle dérange, si tu apprécies les auteurs qui poussent les limites sans tomber dans la gratuité, parfait aussi si tu t'intéresses à l'évolution du genre dans les années 80 ou si tu veux comprendre les influences de l'horreur contemporaine. Le niveau de tolérance requis est plutôt élevé. Barker ne fait pas dans la suggestion, il montre et détaille, mais toujours avec une intention narrative claire. Les livres de sang sont à éviter si tu es sensible aux descriptions de violences graphiques, aux détournements d'iconographie religieuse ou aux thèmes sexuels explicites mélangés à de l'horreur. Déconseillé aussi si tu préfères une horreur purement psychologique ou atmosphérique. Barker mise sur l'impact physique et émotionnel direct. Évite également si tu cherches du divertissement léger ou des fins rassurantes. Ces nouvelles ne proposent pas de rédemption facile, ni de résolution apaisante. Cette analyse reste critique et respectueuse. Reconnaître l'importance littéraire de Barker n'implique pas d'adhérer à tous ses choix esthétiques. L'art, c'est aussi savoir dire non à ce qui ne nous correspond pas. Je vais maintenant te donner quelques recommandations si jamais tu as aimé les livres de sang. Tu as The Luminous Dead de Kathleen Starling. Même précision dans l'horreur corporelle et claustrophobie maîtrisée, transposée dans un cadre science-fiction. L'angoisse physique au service d'une intrigue sophistiquée. Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Pour cette capacité à transformer un décor familier en piège organique. Une approche plus subtile que Barker, mais même fascination pour le corps qui se transforme et révèle des vérités cachées. The Only Good Indian de Stephen Graham Jones. Héritage direct de Barker, dans la violence rituelle et la culpabilité collective. Même talent pour ancrer l'horreur fantastique dans des enjeux sociaux contemporains. Song of the Dead Dreamer de Thomas Ligotti. Pour découvrir une autre approche de l'horreur littéraire 80s, plus atmosphérique mais tout aussi radicale dans sa vision du monde, et le pendant philosophique de l'approche viscérale de Barker. The Fisherman de John Langan, même ambition narrative et même refus des limites conventionnelles du genre. Construction complexe et imagerie mémorable, sans la dimension gore, mais avec une profondeur mythologique comparable. Ces recommandations partagent avec Barker cette idée que l'horreur peut être simultanément populaire et littérairement ambitieuse, accessible et intellectuellement stimulante. Ce qu'on retient de Barker aujourd'hui, d'abord cette leçon fondamentale, l'excès peut servir l'art, mais quand il est maîtrisé et justifié narrativement. Ensuite, l'importance de la cohérence interne du récit. Même les univers les plus extrêmes fonctionnent quand ils respectent leurs propres règles. Et enfin, cette audace qui refuse les compromis faciles et assume ses choix esthétiques jusqu'au bout. La semaine prochaine, on change complètement d'approche avec un premier épisode de notre dossier Slasher. On va voir les codes, les règles, l'évolution du sous-genre de Halloween jusqu'à nos jours. Puis on reviendra au classique avec notre prochain épisode de Dissection. Si cet épisode t'a plu, laisse 5 étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles horreurs littéraires. Merci d'avoir écouté 50 nuances d'horreur. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles et quelques mots. C'est le meilleur moyen pour que ce podcast trouve d'autres oreilles.
Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, 50 nuances d'horreur, pour prolonger la discussion, me partager tes lectures et me souffler la prochaine œuvre à disséquer. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur des histoires qui marquent et qui mordent. En attendant, garde la porte ouverte, on ne sait jamais qui pourrait frapper.